פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Think and Make Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיה לעצם היש, לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל, ובנתן כל אלה להיפגש כאן, למען הרחבת הדעת, העמקת הידע, גירוי, אולי סיפוק הסקרנות, אולי רעיון נשגב, מעורר השראה, ככה סתם פתאום, וכולנו ביחד. ואני תמיד מוסיף, ובעברית, רק שהפעם אתם תבינו, אנחנו נקיים את השיחה בצרפתית דווקא, אנחנו כאן במשכנות שאננים, בפסטיבל הסופרים, ובזכות רינת גיימן, שנמצאת כאן איתנו, אנחנו זוכים לרעיון באמת יוצא דופן, הרעיון הראשון שאנחנו מקליטים גם בעצם ב-All In, האכסניה החדשה של הפודקאסט שלנו ב-Think and Make Different, ואנחנו זוכים לדבר היום עם אחד מגדולי הסופרים הצרפתים, על כן אחד מגדולי הסופרים נקודה, כאן בפסטיבל הסופרים, אז מי שירצה גם להבין ולא יודע צרפתית, אז הווידאו יהיה עם כתוביות, דרך All In, וכאן בפודקאסט של Think and Make Different, זה בעצם פרק מתנה לקהל הפרנקופוני שלנו, שאני יודע שיש, או מי שלומד צרפתית, אז אני עובר לצרפתית, ואני מקווה שאתם טוב, בטוב אלה שיעברו עכשיו ליוטיוב, ניפגש שם. Donc je suis ici assis en face d'un homme, mais aussi d'une certaine façon un mythe, une légende, consacré à maintes reprises comme le plus grand écrivain français vivant, ou ce qui fait de lui un des plus grands auteurs de notre époque, l'enfant terrible de la littérature mondiale. Chacun de ses livres pratiquement est un classique, les nouveaux livres le deviennent pratiquement instantanément. Parmi ses romans fameux en 1894 ou 1894, extension du domaine de la lutte, puis évidemment les particules élémentaires, plateforme, la possibilité d'une île, la carte et le territoire, en 2015 soumission, sérotonine en 2019 et son dernier en 2022 anéantir, et puis aussi des livres de poésie comme La poursuite du bonheur, des essais comme que j'aime particulièrement En présence de Schopenhauer en 2017. J'ai ici des éditions en hébreu pour notre public ici en Israël. Hamapava Territoria, donc splendide édition du roman illustré par Louis Paillard. Et puis aussi à Bavel. Et puis aussi à Bavel, on a l'essai sur Lovecraft de Michel Houellebecq avec cette belle édition aussi, le dessin par Louis Paillard et des poèmes, 7 poèmes qui ont été illustrés, donc les poèmes de Michel Houellebecq avec l'illustration de Louis Paillard, tout ça à Bavel, Hotzaot Bavel, Israël, Tel Aviv. Michel Houellebecq, évidemment, un écrivain adoré, vous recevez des prix, un peu comme des pains au chocolat, énormément de prix Tristan Tzara, prix de Freud, prix de Novembre, meilleur livre de l'année du magazine Lire, 98 prix Impact, prix Interialé, prix Goncourt, prix de la BNF pour l'ensemble de son œuvre, prix Oswald Spengler, prix de l'État autrichien pour la littérature européenne. Vous êtes chevalier de la Légion d'honneur. Et puis, vous avez reçu hier le prix de Jérusalem, décerné par le Forum international du livre avec le soutien de la Fondation de Jérusalem. Donc, cette cérémonie s'est tenue en collaboration avec le Festival international des écrivains à Mishkenot Shan à Nîmes, où ce qu'on se trouve aujourd'hui. Nous sommes donc très émus, fiers et heureux de vous accueillir chez nous dans notre podcast. Michel Houellebecq, bonjour. Bonjour. Donc, je voudrais aller droit à la jugulaire, en fait. On est à Jérusalem, on se retrouve à Jérusalem, dans une situation assez terrible, en fait, qu'on vit ici, en Israël, dans le Moyen-Orient. Le 7 octobre a été le jour le plus meurtrier de l'histoire du peuple juif depuis la Shoah, un vrai pogrom. La riposte a été perçue comme de plus en plus disproportionnée. Aujourd'hui, beaucoup considèrent qu'elle est criminelle, les gens parlent même de génocide. À bien d'égards, Israël devient en ce moment, d'une certaine façon, à nouveau un État paria. Et pourtant, vous êtes là. Avez-vous hésité, Michel Houellebecq, à venir ? Pas du tout. Pas du tout. D'abord, bon, je vais préciser une chose, en fait. Même au cas, ce qui n'est pas le cas, où je désapprouverais entièrement la politique du gouvernement israélien, je serais venu quand même. Parce que il faudrait quand même que je sois idiot pour pas me rendre compte que certains de mes lecteurs peuvent désapprouver la politique de leur gouvernement. Enfin, ceci est vrai dans tous les pays où je pourrais aller. D'ailleurs, à commencer par la France. Enfin, j'ai des lecteurs qui désapprouvent complètement la politique du gouvernement. Bon, d'accord. Il n'y a pas de raison que je
prive mes lecteurs du contact avec eux sous prétexte de la politique du gouvernement, ça ne non. Par exemple, même si les j'ai pas mal de lecteurs en Russie aussi, même si les Russes m'avaient invité, je serais allé. Voilà, c'est un premier point, disons. Même si j'étais absolument pas d'accord, je serais venu quand même. Bon, par ailleurs, je suis pas, très loin d'être en désaccord avec votre politique, voilà. Bon, je suis mais, de toute façon, il y a certaines choses que je me permettrais pas de juger. Enfin, si vous voulez, je me sens pas tout à fait capable de juger de la pertinence de votre réaction, en réalité. Je ferais quand même remarquer que la plupart des gens qui vous condamnent en sont encore moins capables que moi, quoi, en fait, à mon avis. Mais vous êtes quand même ici, j'ai vu qu'il y a quelques jours, vous portez le symbole des otages. Oui, 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 Heu, oui. en Israël, ce sujet fait l'objet d'un débat intense et douloureux, en fait. Faut-il vaincre le Hamas à tout prix? Donner la priorité au retour des otages? J'imagine que vous avez en entendu parler dans les jours que vous êtes là. Est-ce que c'est une question sur laquelle vous avez développé une position? Non, franchement, là aussi, je peux pas me permettre de juger honnêtement. Je sais pas si le gouvernement israélien fait suffisamment d'efforts ou non, quoi, pour, libérer les otages. Beaucoup de gens ont l'air de penser que non, hein, manifestement. Mais c'est pas à moi de vous juger pour ça, vraiment. Heu, ce que je sais pas tellement comment analyser, mais ça après tout vous êtes, israélien et pas moi. Certainement les Français à votre place se préoccuperaient moins des otages. Heu, il y a une tradition qui est peut-être pas très honorable en France, c'est qu'on laisse travailler le gouvernement en secret, en fait. C'est on ne sait jamais en réalité, bon, si le gouvernement a payé ou non, quoi. Et les Français ont l'air d'admettre que c'est un domaine secret, réservé, vous êtes pas pareil du tout. Vous avez probablement raison, mais voilà, c'est pour vous situer un peu le différence d'un point de vue français, quoi. C'est peut-être un peu plus, une éthique d'une, démocratie, directe, une position politique, qui est la vôtre, Bah, vous êtes pourtant pas vraiment une démocratie directe, enfin non? le Puis il y a non? des gens qui diraient peut-être peu une démocratie tout court. Je je écoutez, je ne sais pas, je connais pas tous les pays. En tout cas, en France, c'est très net que le pour tout ce qui est politique étrangère, le gouvernement a franchement les mains libres, quoi. Mmh, Il est jamais contesté là-dessus mmh. et pourtant Dieu sait qu'il est contesté, mais c'est un point où les Français interviennent peu, contestent pas. Oui, c'est curieux. Je C'est un peu curieux quand même. je me suis demandé, Michel Houellebecq, si vous êtes venu ici, en fait, par, sympathie pour vos lecteurs, par sympathie pour Israël ou par une certaine façon, par esprit de rébellion contre les normes un peu acceptables? Est-ce que c'est la visite d'un ami d'Israël ou c'est ce que c'est la visite, d'un enfant terrible? Non, non, c'est par sympathie pour mes lecteurs parce que bon, si vous voulez, heu, soutenir Israël, c'était difficile au début. Bon, maintenant, les gens sont tellement habitués à ce que je soutienne Israël ils ont ceux qui sont contre savent qu'ils ont plus rien à espérer de moi. Donc ils protestent même pas, quoi. Je serais même pas insulté pour ça, si vous voulez, parce que les gens ont plus d'illusions à mon sujet, quoi. Et c'est une position qui a mené vers des insultes et vers Oui, au début, oui, 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 au début, oui. Mais maintenant, ils sont résignés, quoi. Ils savent qu'on ne changera pas, puis voilà. hem l'héros de votre premier roman, je veux passer plutôt des questions, philosophiques, romanesques. L'héros de votre premier roman, souffre de dépression. Vous écrivez qu'il est sujet de fréquents accès dépressifs, déprime gentiment le week-end, ce qui est, charmant. Évidemment, je parle de l'extension du domaine de lutte. Le titre de l'avant-dernier roman, Sérotonine, à nouveau adresse d'une certaine façon la question de la dépression. Diriez-vous que vous êtes, vous-même, dépressif? Heu, En réalité, je crois pas. Je pense que je suis beaucoup plus anxieux que dépressif, Mmh. quoi. Mmh, mais
Bon, je vois bien ce que c'est la dépression, hein, cela dit, mais c'est plus lié, comme le dit généralement, que les critiques littéraires le soulignent généralement, au travail de mes héros. Lui, ce qui le déprime, c'est que le héros d'Extinction Minute, c'est quand même, bon, alors sa vie, personnelle n'est pas terrible, hein. Il a pas de relation sentimentale, rien de ce genre. Pas d'amis non plus, en fait. Mais ce qui le précipite dans la dépression, c'est il croit pas du tout à ce qu'il fait, quoi. Et si vous voulez, quand bon, alors j'ai pris des antidépresseurs parce que j'ai fait ce genre de travail aussi. Et ce qui est étonnant, c'est assez dangereux, les antidépresseurs, quand même, hein. Parce que ça vous guérit absolument pas. Enfin, en ce qui me concerne, ça me guérissait pas probablement parce que j'étais pas déprimé en réalité, mais ça vous rend capable de donner le change. Donc en fait, ça vous rend capable de maintenir une situation qui est malsaine. Oui, ça vous rend capable d'aller au travail, quoi. Bah, malsaine, c'est quand ça me permettait quand même de gagner ma vie. Ouais. Mais c'est vrai que c'était malsain, c'est une manière malsaine de gagner ma vie. Et bon, sérotonine, c'est un peu différent, mais à vrai dire, lui, ça devient beaucoup plus douloureux sur le plan sentimental peu à peu. Mais il n'empêche qu'au départ, ce qui va pas, c'est qu'il se rend compte que son travail d'ingénieur agronome, ce qui est ma formation de départ, hein, ne sert à rien. C'est-à-dire, il formule des recommandations qui lui paraissent scientifiquement justifiées, et il s'aperçoit que de toute façon, on n'en tiendra aucun compte. Ce qu'il fait ne sert à rien. Donc il y a souvent une sensation de vide, quoi, de vide par rapport à la mission qui doit être la sienne quand on travaille, quoi. Ça joue un rôle plus important qu'on ne le dit généralement dans mes livres, en fait. Mais justement, la question de l'ingénieur d'agronome et le ministère de l'Agriculture, c'est un monde qui symbolise d'une certaine façon le vide, l'aliénation du travail pour vous? Pas plus que d'autres, hein, mais par contre, ce qui est très spécifique, c'est que les agriculteurs sont vraiment dans une très, très mauvaise situation en France, quoi. Enfin, je veux dire il y en a beaucoup qui se suicident. Enfin, je veux dire, c'est la profession française où on se suicide le plus, quoi. Pour des raisons qui sont un peu expliquées dans le livre. Enfin, ils ont des investissements déments qui sont plus capables de rembourser, quoi. Enfin, ils sont étranglés financièrement. Et donc c'est ça qui est spécifique au monde agricole, en fait. Les angoisses que vous avez mentionnées, c'est quelque chose avec les années, avec la réussite, littéraire, ça vous avez su vous en Non, non, on guérit pas de l'angoisse. même en On la ayant aujourd'hui un calme. travail qui est On beaucoup la plus on satisfaisant, je suppose que je non, je crois que l'angoisse, contrairement à la dépression, c'est moins lié au travail, en fait, hein. mmh. Mais je sais pas très bien à quoi c'est lié, en fait, mais il y a des gens qui naissent angoissés, ils le seront probablement toute leur vie, quoi. Ils auront besoin d'anxiolytiques jusqu'au bout, et je pense que je suis dans ce cas. Mmh. Heu, Les beaucoup de vos lecteurs, je suppose, bah, eux oui, excusez-moi, c'est un peu plus général, enfin, c'est la sensation de ne pas appartenir au monde, quoi. C'est la sensation elle-même d'être dans le monde qui est atteinte. Le monde est un lieu extérieur, hostile, enfin froid, c'était toujours votre toujours. impression, même en tant qu'enfant? Non, il y a un moment enfant où on est heureux. Ça dure pas très longtemps. À quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous êtes pas à la maison dans cette planète, en fait? Au début de l'adolescence, hein. Mmh. Bon, mais de ça, je pense que c'est le cas de la plupart des gens, en fait. Heu, Et ça n'a pas amélioré depuis, vous diriez? non. Heu, non, heu, les enfants vivent ailleurs, hein. Mmh.
Quand je vois des photos de moi, par exemple, bon, j'en ai très peu de mon adolescence, mais quand je vois une photo de moi à 15 ans, je me reconnais. Une photo de moi à 10 ans, je ne sais pas qui est cette personne, quoi. Heu, oui. Je me dis que, en fait, vous, bon, malgré que le fait que la question d'angoisse n'a pas nécessairement amélioré, vous avez réussi à sortir de ce monde un peu vide que vous décrivez comme être un monde vide, un monde du travail aliéné, le monde des boîtes, et ce qui est décrit dans vos livres. Beaucoup de vos lecteurs, par contre, ils lisent vos livres et ils se reconnaissent encore, c'est-à-dire qu'ils travaillent encore Oui, dans ce oui, j'en monde-là. suis parfaitement conscient, oui. Vous avez de l'empathie pour ceux qui sont restés derrière Ah bah, oui, dans les camps de concentration du oui, enfin, travail. camp de concentration, c'est pas un terme qu'on va employer quand même en l'occurrence, mais dans ce genre de situation, oui. Et je bon, Extension du Humaine de la lutte, j'écrivais que des poèmes avant, hein. Mmh. Heu, je l'ai écrit parce que c'était une période où moi, j'étais pas, fait pour faire de l'informatique à l'époque, parce que j'étais ingénieur agronome et c'est la premier boom de l'informatique où on trouvait très facilement de l'emploi comme informaticien et c'était vraiment le seul domaine où on trouvait très facilement de l'emploi en France, quoi, et on était bien payé en plus. Et parce qu'il manquait vraiment de gens et en plus, il y avait un côté, de si je puis dire à la mode, in, high-tech, enfin, donc les gens étaient censés être un peu les rois du monde, quoi, et je me suis rendu compte au bout de quelques années qu'en fait tout ça l'informatique faisait chier tout le monde, quoi. Ça les ennuyait vraiment. Donc je pense que j'ai écrit mon premier livre parce que j'avais l'impression d'un mensonge général. Mmh. Heu et bon bon, ça concernait aussi le système de séduction. Là aussi, tout le monde mentait, quoi. Heu, bon et ça peut être méchant, hein, de dire la vérité. Heu, Est-ce que vous croyez qu'il est moral parfois de mentir, de cacher la dureté, l'absurdité de l'existence? oui, sans mensonge, sans hypocrisie, le monde ne tient pas et si la littérature, c'est tellement bien, c'est juste qu'on peut y échapper. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que la littérature comme la vôtre, on échappe pas par une illusion. Vous donnez pas des légendes utopiques, on échappe par, s'auto-analyser d'une certaine façon. Oui, mais bon, les feel good books, heu, une personne déprimée, se rend compte assez vite que l'auteur se fout de sa gueule, Ouais. quoi, et finit par le mépriser, en fait. C'est pas la vérité n'a la description de la vérité n'a jamais tué personne, en fait, Mmh. hein. C'est pas vrai que ça peut conduire au suicide, par exemple. C'est pas comme ça qu'on se suicide. C'est pas après avoir lu un roman qui décrit la réalité. Donc non, bon, ouais, enfin, voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ce premier roman. Alors qu'avant j'écrivais que des poèmes parce que je trouvais que la description qui était faite du monde qui m'entourait fausse, quoi, simplement. Bon, ou alors plus simplement non existante. Mmh. C'est vrai que les sociétés de services en informatique, il y avait pas tellement de romans dans ce milieu, non? Ça me rappelle un peu vous savez, Freud quand il était en train de mourir les derniers jours, vraiment il pourrissait déjà vraiment, sa chair était déjà en train de se détacher et pendant que ce processus se passait, il lisait une histoire de Balzac sur quelqu'un qui pourrit en tant qu'il pendant qu'il vit déjà. Donc il trouvait une certaine solace, une certaine, confort dans lire, sur la difficulté de sa situation Oui, présente. oui. Alors, bah, ça, je pense que c'est, parce que Freud était effectivement très malade, quoi.
Ouais. Moi, après avoir décrit un cancer de la mâchoire et de la langue d'un anéantir, je m'en suis pas totalement remis, hein. Je peux pas Ouais. dire que ça a plutôt augmenté ma peur, quoi. Ça ne l'a diminué, enfin, mais Hem effectivement, quand on est, oui, très, très malade, il vaut mieux, oui, c'est mieux. Schopenhauer, qui est donc un des maîtres de Freud et vôtre aussi, disait que son succès littéraire était venu trop tard. Donc il était déjà trop âgé, il avait plus rien toute sa vie, il voulait avoir du succès littéraire, mais quand il est venu, il n'en avait déjà plus il en avait déjà plus beaucoup à tenir. Le vôtre est arrivé un peu plus tôt. Oui. Ce que vous avez ça j'ai l'impression que c'est il est bienvenu si vous regardez dans la chronologie de votre vie, votre succès littéraire. Enfin bon, Schopenhauer, ceci dit, si on regarde sa vie, avait un certain plaisir à donner des photos dédicacées de lui, quoi. Donc on peut pas dire il a pas du tout apprécié la gloire. Mais c'est vrai que pour lui, ça venait un peu tard et puis après tellement d'années d'obscurité totale que ça pouvait pas tout racheter. Moi, ça allait, hein, oui, effectivement. Mais vous savez, le succès, bon, comment dire? Il y a plus de différence entre, 0 lecteur et un qu'entre un et 100 000, quoi, en Mmh. fait. En fait, j'ai eu de si on considère que j'ai commencé ma carrière littéraire non pas en publiant, mais en lisant des poèmes en public, on peut dire que le succès est arrivé assez tôt, dans mon cas. 22-23 ans, quoi. Bon, mais j'ai publié, beaucoup plus tard, enfin 10 ans plus tard, ouais. Mais après, il y a aussi une question, d'être béni, de pouvoir consacrer vraiment votre vie de travail à la Ah littérature. bah, oui, mais ça, c'est essentiel, oui. Oui, alors ça, c'est le seul vrai bénéfice du succès, financier, enfin, en termes de vente, c'est que ça vous rend libre. Mmh. Bon, ça, Schopenhauer le dit très clairement, hein. Et ça s'est passé quand, cette transformation Et dans votre vie? très précisément au moment où j'ai publié Les Particules élémentaires. Heu, le Extension, ça avait plutôt été un succès, je sais pas, d'estime, quoi, mais bon, Les Particules élémentaires, ça a été aussitôt un succès mondial en plus, enfin bon, donc ça a tout changé. Ça vous a libéré, en fait, du monde du travail? Ah oui, oui, j'étais bon, à l'époque, bon, là, ça va peut-être devenir un peu technique, Non, non, mais allez-y. parce que je sais pas si vous avez l'équivalent. J'avais été fonctionnaire, ce qui permettait de me mettre en disponibilité, c'est-à-dire de ne pas travailler pendant 1 an, 2 ans, et les parties élémentaires, bon, moi, j'ai compris que je recommencerais pas, que ce serait plus la peine, quoi, Mmh. et bon, voilà. Mmh. C'était satisfaisant comme, Ah bah oui, 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 la liberté est conquise d'un seul coup, oui. Oui, c'est un grand moment, oui. et vous vous êtes, habitué, vous êtes délaissé de cette liberté ou vous l'appréciez encore toujours? Oh bah, bah, maintenant je suis vieux, alors de toute façon j'ai passé l'âge de travailler quasiment. Donc voilà, heu, les gens de mon âge travaillent plus, quoi. Mmh. Donc j'ai pas cette sensation d'être un individu libre parmi une foule enchaînée, quoi. Dans votre essai sur Schopenhauer, justement, vous écrivez que lui, à votre avis, il est très supérieur à Nietzsche. En fait, moi aussi, j'aime, Schopenhauer, mais je suis plutôt nietzschéen. Vous pensez pas, Michel Houellebecq, qu'il est mieux d'être nietzschéen? L'affirmation, le oui à la vie, la vitalité, amor fati. Oui. Heu, oui, 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 enfin non. En fait non, je pense pas, mais bon, mais ceci dit, j'ai peut-être bon, j'aime bien me moquer de Nietzsche, c'est un petit vice que j'ai. Je dois reconnaître, et après tout le mal que j'ai dit de Nietzsche, que le meilleur texte jamais écrit sur Schopenhauer est de la plume de Nietzsche, quoi. Schopenhauer éducateur, Ouais. c'est très, très profond et très, très vrai ce qu'il dit. Bon, après, je suis désolé qu'il ait trahi la bonne doctrine. Mais c'est pas un besoin existentiel d'essayer de dire: «OK, mais même si Schopenhauer a profondément raison, il faut essayer de dire oui à la vie, il faut affirmer la vie, il faut essayer d'y trouver, une vitalité».
Oui, mais enfin bon, la manière dont Nietzsche le fait, c'est-à-dire de rejeter la compassion, en fait. C'est ça Mmh. son truc. En plus, sa vie est pas trop convaincante parce il a sombré dans une crise nerveuse après avoir vu un cocher en Italie qui brutalisait son cheval. Enfin Ouais. bon, il plaide pas en faveur de sa propre théorie, quoi. Mais je suppose que son affirmation à lui, sa vitalité à lui, c'était l'écriture. Il dit, «Personne ne peut savoir quelle force avait l'inspiration que j'ai eue quand j'ai écrit mes livres». Oui, enfin bon, dans ses écrits, il glorifie le guerrier, et Ouais, ça cetera. non, ça ouais. Il Bah faut si, pas tout prendre. c'est quand même la vérité Non, non, qu'il c'est ce qu'il fait. glorifie Non, le je dis, c'est ce qu'il Christ. fait. Je dis, mais je suis d'accord avec vous que c'est moins le côté qui m'attire. Mmh. Moi, j'aime bien, par exemple, ce qu'il propose Nietzsche comme miroir, existentiel, comme examination de notre affirmation de vie, donc l'éternel retour. Il dit: «La capacité à affirmer la vie, c'est-à-dire pour lui, vouloir revivre la même vie exactement, encore et encore et encore à l'identique, rewind, play, rewind, play, rewind, play». Dites-vous, Michel Houellebecq, est-ce que vous diriez oui, au retour éternel? Choisiriez-vous de revivre cette vie exactement telle qu'elle s'est passée, telle qu'elle se passe encore, ou préfériez-vous le néant? Bon, d'abord, j'ai pas le choix, hein. Je tiens à faire remarquer que j'ai pas le choix. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas une question, purement philosophique dont elle peut être tranchée physiquement, quoi. Si après le Big Bang, il y a Big Crunch, on peut c'est-à-dire que l'univers se recontracte après s'être dilaté, et cetera. On peut imaginer un éternel retour, oui, mais, il semblerait bien que ça soit pas du tout ça, quoi. L'univers continue à s'étendre, à l'infini et meurt. C'est ça la vérité, en Mais fait. si on prend cette idée, comme une examination de notre, tempérament affirmatif, c'est-à-dire vous entendez le démon de Nietzsche vous dire, cette idée, est-ce que c'est une idée à laquelle vous voudriez dire oui ou non? Mais Laisse-moi tranquille. comme je sais qu'elle est fausse, si vous voulez, j'ai l'impression que j'ai vraiment pas le choix, hein. C'est l'univers qui est organisé comme ça, quoi. L'univers mourra, bon, il Et vient vous n'avez pas une préférence? Vous diriez oui à l'éternel retour? mais non, mais j'insiste. Comme ça n'existe pas, je veux pas bah, non, c'est pas même pas la peine d'y penser, quoi. Mmh. On oublie l'idée, en fait. Mais moi, je crois qu'il suggère ça comme un test pour voir, pour essayer un miroir existentiel pour voir à quel point on dit oui à notre existence. Bon, je pense qu'il est malhonnête, en réalité, qu'il fait ça par, opposition systématique au bouddhisme, en fait. Mmh. Oui, mais qu'il y croit pas et que lui-même n'aurait pas envie de revivre toujours la même chose, 3000 fois de suite. Enfin non, Donc, je crois pas à sa sincérité là-dessus. hem, je voudrais lire un splendide paragraphe, d'extension du domaine de lutte, le début du 3e chapitre. Vous dites vous écrivez: «La difficulté, c'est qu'il ne suffit pas exactement de vivre selon la règle. En effet, vous parvenez, parfois de justesse, d'extrême justesse, mais dans l'ensemble, vous y parvenez à vivre selon la règle. Vos feuilles d'imposition sont à jour, vos factures payées à la bonne date, vous ne vous déplacez jamais sans carte d'identité et la petite pochette spéciale pour la carte bleue. Pourtant, vous n'avez pas d'amis». C'est amusant. Le pourtant est amusant, je trouve ça drôle, mais enfin bon, Ouais, c'est un humour Schopenhauer est un grand humoristique aussi, je trouve, ouais. un humour un peu sec, noir. Ça lui arrive, oui. C'est très amusant quand il se moque de Kant, c'est charmant. Ouais. Bon, Et enfin, puis surtout quand il se moque de la vie humaine aussi, je trouve ça très mmh. marrant. Mais Épicure, un autre philosophe, pensait évidemment que l'amitié est un élément essentiel d'une vie heureuse, d'une vie réussite. Est-ce que vous avez des amis, des vrais amis? Bah, oui, enfin, mais j'y accorderais pas la même importance qu'Épicure quand même, hein. C'est très sympathique, hein, je trouve, mais je pense que c'est un j'ai du mal à me penser en grec antique, quoi et à mettre dans l'état d'esprit d'Épicure quand il écrivait ça. Mais c'est pas mal du tout Épicure, hein. La Grèce antique, ça nous attire pas particulièrement, ça vous Bah, je sais que c'est un univers inaccessible qui a des côtés intéressants vraiment. vous n'êtes vous donc même vous n'imaginez pas que vous vous sentirez peut-être, plus à la maison dans une autre période historique?
Vous dites par exemple qu'il y a pas eu de il y a plus d'avancement dans le monde intellectuel depuis 1860. Peut-être que si vous vivrez dans Oui, 1850, vous serez plus à la maison. bah, il est vrai que j'ai pas une estime considérable pour le XXe siècle par rapport au 19e, oui. C'est plutôt oui, ça a baissé quoi, les choses ont baissé à tous les niveaux, hein. Au niveau de la pensée, au niveau esthétique aussi, enfin, il y a une vraie baisse. Vous serez plus à la maison, vous croyez, en tant que au Au 19e? 19e, oui, je me sens mieux, oui, je me sens mieux au 19e, oui. Donc justement, cette forme de solitude que vous décrivez tellement bien dans certains de vos livres, et puis la marchandisation de l'amour, de la sexualité, de l'amitié, et en fait, elle fait que s'aggraver depuis les années 90 et le début des années 2000. Aujourd'hui, on cherche l'amour et le sexe sur des applications payantes, dont l'intérêt est réel et qu'on reste seul, quoi, pour qu'on puisse continuer à utiliser ces applications. À quel point les processus que vous décriviez déjà dans les années 90, dans les années 90, se sont-ils, aggravés depuis? Bon alors c'est vrai que je suis assez content de pas avoir été jeune à l'époque d'internet, Mmh. parce que je pense que j'aurais été du genre à passer ma vie derrière des écrans, hein, j'aurais pas résisté du tout. Voilà, c'est vrai que ça s'est aggravé dans la mesure où, Vous passez beaucoup de temps aujourd'hui, devant l'écran? non, non, enfin, j'ai beaucoup de mails, mais si vous voulez, j'ai pas de je suis sur aucun réseau social, enfin. Puis bon, les applications là, genre Tinder, je sais que ça existe, mais en fait, je sais pas, j'ai jamais été, quoi. Mmh. Bah, l'impression que j'en ai, parce que c'est pas la peine de faire les choses, des fois pour savoir, c'est que effectivement la multiplicité des choix possibles fait que finalement rien ne se passe, quoi. Mmh. Heu, à tel point que je suis même pas persuadé que les gens cherchent réellement une rencontre, en fait, mais simplement qu'ils se projettent dans quelque chose dont ils savent qu'il n'aura jamais lieu, quoi. Enfin, c'est quelque chose de faux, quoi, comme dans ces applications. Et le livre, en fait, le livre en tant qu'objet physique, survivra-t-il, vous croyez, à la numérisation de la culture humaine, à la digitalisation? Je alors ça m'arrive d'avoir des petits doutes, mais je l'espère, oui, mais ça m'arrive d'avoir des doutes, oui. Vous, vos lectures, c'est toujours, hein, des livres physiques C'est ou toujours des livres physiques, oui. Heu, pourtant, à un certain moment, je voyageais effectivement beaucoup et la liseuse électronique est une formule, quoi, mmh, oui. Mais je mais bon, je suis très attaché au livre physique, mais je sais pas si c'est très, très profond ou si c'est juste un fétichisme du papier, hein. Si vous voulez, j'ai passé ma vie, à fouiller dans des bibliothèques, des librairies d'occasion, enfin, j'aime l'objet, quoi. une grande partie, Michel Houellebecq, de votre réflexion dans votre œuvre, comme celle de Schopenhauer par ailleurs, est consacrée à l'ennui. Schopenhauer disait que l'humanité finirait par se détruire elle-même par ennui, ce qui me semble être une excellente façon de parler de notre époque actuelle. Comment peut-on résoudre l'ennui, dans la vie? Mmh. Je fais penser à Johnny Hallyday, je sais pas, pas très approprié, mais une chanson qui est «Envie d'avoir envie». Mmh. Heu, bah, bon, le désir protège, efficacement de l'ennui, on peut pas le nier. C'est ça qui a tendance à s'effriter. Le désir, Oui, oui, quand même, oui. avec l'âge? Ah non, non, avec l'âge de la civilisation aussi, enfin, Mmh. avec l'âge, oui, quand même, mais avec l'âge de la société, enfin, c'est une chose qui s'effrite en général, quoi. Je suis pas le seul touché, enfin, Vous avez l'impression qu'il y a un manque de désir dans notre société? ah oui, heu, bon, mais là, je suis sans connaître bien Israël, je pense que l'Europe est bien pire qu'Israël, de ce Ouais. point de vue-là. Il y a une vraie Je différence, crois hein. que la menace constante de la Voilà, mort ici, exactement.
amplifie beaucoup le désir de vie. Oui, oui, les gens ont toujours, une activité sexuelle très importante, pas seulement pendant les guerres, hein, aussi pendant les grandes épidémies, Mmh. de peste par exemple, enfin bon. Non, ça, je savais pas. Oui, oui, si, si, c'est documenté. Hem, je vais finir en 2 questions encore. Avec Soumission, vous êtes en fait retrouvés au cœur du débat, sur la question de l'islam en Europe, en France. Quelle est votre la nature en fait de votre intérêt pour l'islam? Heu, bon, il faut d'abord relater les circonstances quand même, c'est important. Disons que j'ai vécu, un peu plus de 10 ans en Irlande quand même. Mmh. Et alors bon, quand on vit à l'étranger, c'est assez bizarre, on est un peu en dehors. On s'intéresse moins à ce qui se passe dans son pays et pas du tout à ce qui se passe dans le pays où on est. Donc on sort un peu de et quand je suis parti de France, on parlait déjà beaucoup de problèmes de violence dans les banlieues, mais jamais de l'islam. 10 ans plus tard, on ne parlait plus que de ça à la télévision. Ça m'a fait un choc, hein. Mmh. J'étais vraiment surpris. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui s'est développé entre-temps, manifestement, donc je me suis dit qu'il y avait un sujet, il y avait un vrai sujet. Heu, bon, alors je me suis un peu documenté, bon, je oui, heu et bon, il y a pas mal, il y a des différents aspects dans l'islam, mais celui quand même qui est le plus visible dans Soumission, c'est que ça propose un système matrimonial différent de celui qui est le nôtre, quoi, et qui peut être attractif. Heu, moins d'ailleurs dans l'aspect, polygamie en réalité, dans l'aspect mariage arrangé. Mmh. Celui qui sur l'histoire longue de l'Europe, le mariage a été presque toujours arrangé, quoi. La disparition du mariage arrangé, ça remonte, à l'après Deuxième Guerre mondiale, quoi. C'était encore dans les années 1920-1930, c'était encore la manière générale de se marier, quoi. C'était organisé par la société, en fait. Voilà. Et Ce qui faisait peut-être en sorte qu'il y avait moins de solitude, que la communauté, arrangeait les mariages? bah, oui, le mariage de raison, tenait mieux que le mariage d'amour, ça, y a pas Ouais. trop de doute, quoi. Puis peut-être aussi les expectations sont plus réalistes. Oui, ça, c'est vrai aussi. Bon, mais ça m'attriste, hein, de dire ça, mais Mmh. c'est quand même la vérité. Vous savez, On Michel Houellebecq, j'étais au Louvre il y a quelque temps, je me suis dit à quel point l'art plastique issu de la culture, israélite, donc d'ici, est en fait médiocre. Surtout si on compare aux statues, à l'art plastique assyrien, égyptien, bien sûr grec ou romain. Mais pas de belles statues en fait qui sont venues de la culture, juive antique, pas de grande architecture. En fait, Jérusalem, c'était une petite ville, sans grand intérêt visuel, mais avec des écrivains, prodigieux. Attendez, je vais poser une question, là. Est-ce que c'était pas plus ou moins interdit, la représentation de la face humaine, Donc c'est vrai que la représentation en tant que statue était interdit. Après, c'est un peu une question de est-ce que c'était interdit parce qu'ils étaient assez nuls à le faire ou est-ce que c'était interdit, Ah bah, non, vous devriez philosophiquement? savoir ça si c'était interdit pour des religions Mais religieuses ou mais non. c'est non, mais c'est je veux dire même dans les textes anciens que je considère a été développés par l'élite, des prêtres de Jérusalem, mais même au niveau, architecturel, heu, Jérusalem était une ville qui était moyenne, je dirais, dans sa période. Ce qui était, extraordinaire ici, comparé aux autres cultures qui étaient des cultures beaucoup plus riches, beaucoup plus grandes, c'était les écrivains justement. C'était cette capacité assez, folle, d'écrire un récit qui conquit le monde, en fait, par le judaïsme, puis le monde chrétien. Pensez-vous donc en fait, l'écriture, prophétique, c'est ça qui était, extraordinaire ici, c'était pas l'art plastique. Pensez-vous aujourd'hui encore que les écrivains comme vous, par exemple en écrivant, Soumission, est-ce que les écrivains ont une tâche, prophétique?
Pas nécessairement, mais je voudrais vous contredire légèrement. Parce que dans la Bible, en général, il y a pas que les écrits prophétiques quand même, hein. Par exemple, Daniel, ça peut être lu comme une histoire passionnante, quoi. Mmh. Une fiction vraiment haletante. Enfin, la scène finale, Mané Tessel Pharès, c'est magnifique, quoi. Il y a d'autres, si Après, il y a on les cantiques des cantiques, il y a ouais, j'ai des toujours poèmes. trouvé ça surfait, moi. Bon, je suis désolé, mais c'est pas Ouais, les vous n'aimez pas le cantique des ouais, cantiques. c'est trop rempli de métaphores riches et inadéquates, quoi. Mmh. Et ça ressemble pas aux grappes de ma vigne. Enfin, non, c'est idiot. Mais enfin, bon, mais c'est pas ce que je préfère en poésie amoureuse, quoi. Mais il y a d'autres, par exemple, si je passe au Nouveau Testament, je trouve qu'en tant que personnage, Ponce Pilate est extraordinaire, quoi. Mmh. Et il est fascinant comme personnage. Donc, il y a aussi l'aspect littérature de fiction, hein. Il n'y a pas que la prophétie Non, non, c'est qui se sûr. trouve dans la Bible. L'arc de Noé, tout ça. Oui, oui, Jonas, c'est une bonne histoire. Job, c'est une très bonne histoire. Donc il y a le côté histoire aussi, hein, narration, quoi, Non, non, c'est ça sûr. joue beaucoup. Bon, alors, il y a des prophètes, bah, ça fait longtemps que j'ai pas lu la Bible, hein, pour être honnête, mais je dis pas, il y a des prophètes qui m'ont impressionné pour des textes plus poétiques, quoi, effectivement, ça existe aussi. Vous avez les 2, quoi, Mmh. vraiment. Voilà. Mais disons Heu, un livre comme Soumission, c'est un livre qui pour vous c'est une histoire ou c'est une espèce de cri prophétique? non, c'est quand même une histoire, c'est avant tout une histoire, hein. Heu, bon, c'est une histoire et puis, oui, il y a des phrases fortes, ça arrive. Je vais lire la première phrase dans la première lettre de Ennemi public, votre correspondance avec Bernard-Henri Lévy. Vous écrivez, «Cher Bernard-Henri Lévy, tout, comme on dit, nous sépare, à l'exception d'un point fondamental, nous sommes l'un comme l'autre des individus assez méprisables». Après, Je me fais rire, bah, c'est bien, c'est bon signe. Continuez, c'est marrant. pourquoi faut que après sur Bernard Lévy, vous expliquez, mais pourquoi est-ce que vous écrivez ça sur vous-même, que vous êtes méprisable? En fait, vous êtes enfin, là, je vous rencontre la première fois, vous êtes très poli, vous êtes charmant, vous êtes un artiste, de renommée mondiale, Ouais, pourquoi est-ce que c'est vous expliqué dans la suite de la lettre. Je suis un pathétique provocateur et qui fait plus rire personne, mais enfin. non, mais vous faites rire beaucoup de gens et puis vos provocations, ils sont il y en Oui, a bon, bah, ouais, non, mais c'était cette première lettre avait pour but d'être amusante. voilà, non, elle Oui, est très amusante. bon, Surtout après vous dites: «Je suis, nihiliste, réactionnaire, cynique». Raciste et misogyne, honteux. Je suis qu'un boeuf, en fait, vous dites. oui, oui. Ça, c'est un peu vrai quand même. Ouais, vous êtes un boeuf? Il y a un côté sympathique chez les beaufs, enfin, oui. Mais c'est quoi boeuf, en fait? C'est Oh, heu, je sais pas, c'est les gens qui font des repas de famille, de la viande rouge, enfin et cetera, qui, quand ils ont de l'argent, achètent des bagnoles de sport, enfin des gens comme vous ça. avez une bagnole de sport? J'en ai eu. Ah. J'ai arrêté parce que je c'était pas raisonnable. Enfin, j'ai adoré conduire très vite, quoi, si vous voulez. Mmh. Donc non seulement j'ai perdu mon permis, et j'allais peut-être me tuer, enfin, mais je suis très oui, je peux être fasciné par la vitesse, quoi. C'est dangereux. Je veux finir, avec ce poème, qui vient de la poursuite du bonheur, un poème qui m'a beaucoup frappé. Hem, Non réconcilié, ce poème il dit: «Mon père était un con solitaire et barbare. Ivre de déception, seul devant sa télé, il ruminait des plans fragiles et très bizarres. Sa grande joie étant de les voir capoter. Il m'a toujours traité comme un rat qu'on pourchasse. La simple idée d'un fils, je crois, le révulsait. Il ne supportait pas qu'un jour je le dépasse, juste en restant vivant alors qu'il crèverait. Il mourut en avril, gémissant et perplexe. Son regard trahissait une infinie colère. Toutes les 3 minutes, il insultait ma mère, critiquait le printemps, ricanait sur le sexe. À la fin,
Juste avant l'agonie terminale, un bref apaisement parcourut sa poitrine. Il sourit en disant « Je baigne dans mon urine ». Et puis il s'éteignit avec un léger râle. Euh, est-ce que vous vous êtes réconcilié, en fait, Michel Houellebecq, avec la vie? Non, mais c'est ce qui est assez bizarre dans ce poème, c'est que je trouve le personnage du père sympathique sur la fin. Non, à la fin, oui. C'est une très belle fin, en fait, qu'il ait un Ce moment qui de... est... Mais ça me fatigue tellement les discours positifs sur la vie, quoi, que j'aime bien les gens qui disent non, tout ça c'est nul, etc. Qui sont comme ça, quoi. J'aime bien les gens comme ça, oui. Oui, critiquer le printemps. Mais je pensais à une citation d'un poème, d'un poète que j'aime beaucoup, Allen Ginsberg, le poète beatnik américain. Il avait un poème qui s'appelait Father Death Blues. Puis il y a une phrase qui était peut-être un tout petit peu plus généreuse. Il disait Birth you gave was nothing ill. Donc, le fait que je suis né, c'était pas, en fait, tu m'as pas fait un- c'était pas une malchance, c'était pas quelque chose de mal que tu m'as Oui, jeté dans ce monde. c'est plus gentil, oui. C'est plus gentil. Est-ce que vos parents vous ont fait un mal en vous créant, en vous jetant dans ce monde? Euh, je pense qu'ils avaient de bonnes intentions, hein. Ils ont eu un... Non, mais je pense qu'ils étaient amoureux, en fait, hein. Ils ont eu un moment d'optimisme, je sais pas, bon, qui n'a pas duré très longtemps, mais ils ont eu un moment d'optimisme tous les deux, oui, oui. Je suis un enfant désiré, enfin, je sais pas, Mmh. Il y a un poète israélien qui dit, moi, David Avidan, il dit, moi, si j'ai décidé à un moment de faire un enfant, c'est que moi, j'ai eu ma chance, il faut la donner à quelqu'un d'autre. Oui, 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 non, mais je comprends. Je bon, oui, enfin, ça sent le côté responsabilité écrasante existe aussi, quoi. Parce que Schopenhauer disait que si on penserait à la question de façon rationnelle, personne ne ferait des enfants, en fait, parce que pour leur imposer cette souffrance, Ah bah, c'est pas rationnel, hein. C'est non, non, la volonté de perpétuer la vie n'est sûrement pas rationnelle, non. Heu, mais oui, je sais pas. Mmh. écoutez, Michel Houellebecq, je voudrais vraiment, vous remercier de tout cœur pour votre patience et pour votre visite et pour avoir, partagé avec nous ce moment et vos pensées, Bah, c'est moi. et vraiment, on vous remercie. Je rappelle à nos, auditeurs et en hébreu que, le roman illustré à Mappa Vea Territoria, à Bavel et puis évidemment, les 7 poèmes, votre essai sur Lovecraft et puis je crois que la plupart de vos romans, de vos fantastiques romans ont été traduits en hébreu. Je vous remercie beaucoup, vraiment beaucoup. Ça nous a De fait rien. vraiment, énormément plaisir, un grand moment de bonheur. Merci beaucoup, Michel Bon, Houellebecq. bah, au revoir. au Au revoir. revoir. ומרסי בוקו ותודה רבה גם לכם, למאזינות ולמאזינים, לקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Think and Make Different. אני מקווה מאוד שנהנתם מהפרק המאוד מיוחד הזה, מהפרקים שבעזרת השם עוד נמשיך ונקליט, ובינתיים רק אהבה רבה, רק בריאות ונשתמע. תודה רבה.